le podcast. Humain demain. Alors merci, donc je suis avec Fred de l'Association française transhumaniste qui sera co-animateur sur ce podcast et on reçoit Aloïse Quest. Est-ce que c'est je prononce Alors c'est Ken. Ken. Aloïse Ken, oui. Aloïse Ken. Très bien. Et donc, tout simplement, moi je vais poser la première question qui est de te présenter, juste pour savoir un petit peu le background. Je pense qu'on peut se tutoyer si c'est pas. Parfait. Ça permet d'enlever un peu la formalité et d'être plus direct. Donc, ton parcours, est-ce que tes sujets de prédilection, et pour en savoir un peu plus, on rentrera dans le sujet. Oui, écoutez, merci à tous les deux, en tout cas pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors donc moi, effectivement, donc je m'appelle Aloïse Ken, je suis maître de conférence en droit privé à l'université d'Évry-Paris-Saclay. Alors j'ai fait une thèse de doctorat sur le corps humain, donc précisément sur le contrat portant sur le corps humain. Et puis, je me suis toujours intéressée aux animaux, déjà d'un point de vue personnel, et puis avec le droit ensuite. Donc, j'ai évolué effectivement sur le droit animal, où j'ai commencé à enseigner le droit animal. J'ai ensuite, en 2014, été la première lauréate du prix de droit de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Et puis progressivement, la nature, l'environnement s'est également invité dans mes travaux. Donc maintenant, je m'intéresse vraiment à ce qu'on appelle le concept One Health, une seule santé, donc la santé commune, humaine, animale, environnementale, voire toutes ces interactions finalement qui existent. Et puis j'ai fondé donc la clinique juridique One Health, une seule santé, au sein du master 2 droit de la santé et des biotechnologies de l'université d'Évry. Donc évidemment, le côté technologie est fortement présent. Voilà comment ça se combine avec ce matériau vivant finalement, aussi bien pour l'homme et l'animal. C'est comme ça qu'est né finalement l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui. Alors Louise, j'ai une première remarque, on va dire, sur laquelle tu pourras réagir. En lisant cet ouvrage, j'ai été un petit peu interpellé. Alors forcément, moi, en tant que transhumaniste, notamment par les références, parce que l'ouvrage traite de la question du droit aussi des animaux et des robots, oui. Ou autour des robots. Et j'ai été surpris par les références qui sont mobilisées par les juristes. Alors nous, les transhumanistes, on a souvent des références qui vont du côté des ingénieurs, des neuroscientifiques les plus, on va dire, radicaux. Certains pensant d'ailleurs, comme Blaise Aguirre-Casques, qu'on est quasiment au moment d'intelligence artificielle consciente, qui serait en train de devenir consciente ou sentiente. Et là, j'étais étonné parce que dans le recueil, j'ai eu l'impression que les auteurs mobilisaient surtout des références que nous, on va considérer très frileuses. Par exemple, Jean-Gabriel Ganassia, qui a récemment changé un petit peu de position, mais jusqu'à très récemment, il était sur des oppositions de principe, sur l'idée de conscience artificielle. Il y a M. Chapoutier qui disait c'est peut-être pour dans 1000 ans. Et seulement à la toute fin, on a une espèce d'ouverture sur Stanislas Dehaene et son livre « Le Code de la conscience » où là, effectivement, il semble dire qu'une conscience artificielle pourrait être envisageable à moyen terme. Donc la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que j'ai raison d'avoir l'impression qu'il y a comme, je dirais, un point sensible chez les juristes sur cette question-là, voire quelque chose qui peut-être qui serait un peu dérangeant, qui provoquerait un peu de désarroi, cette conscience artificielle. D'accord, merci. Alors juste, j'en profite pour présenter l'ouvrage, effectivement, puisqu'on parle donc de l'homme, l'animal et le robot, défis et perspectives. Alors effectivement, l'idée, donc, c'est un petit peu d'appréhender globalement, finalement, toutes ces interactions, ces hybridations. On ne sait pas, vous avez vu tous les deux, je pense, poser vraiment précisément les questions vraiment des différents courants, etc. D'ailleurs, je parlerai pas, c'est vrai, au nom des différents auteurs, mais simplement de ce que je peux en retirer de notre travail collectif. Mais je dirais alors que c'est pas un point sensible, mais c'est vrai que c'est peut-être un point sur lequel nous nous sommes finalement tous accordés sans vraiment se réunir en se demandant quel était notre état d'esprit sur le sujet. En fait, je dirais que d'un côté, on a les robots émotionnels
au sens en fait où ils vont provoquer des émotions chez les humains. Donc par exemple avec le robot sexuel que je développe dans l'ouvrage, où l'on va pouvoir développer des sentiments envers un robot, donc par exemple l'empathie et même l'amour. Et de l'autre côté, pourrait également se trouver une forme de robot qui est ému, c'est-à-dire au sens où il pourrait ressentir effectivement certaines joies et souffrances donc à travers son corps artificiel. Mais c'est vrai que en ce qui me concerne, je suis plus proche de certains chercheurs comme Laurence de Villiers, notamment professeur et chercheur en intelligence artificielle, donc qui est membre du comité national de pilote d'éthique du numérique, qui a vraiment en fait décrypté cette complexité dans son ouvrage qui est paru de mémoire, je crois que c'est en 2020, sur les robots émotionnels. Et je dirais que finalement, c'est vraiment un tout nouveau domaine de recherche. Donc l'ouvrage ne se veut pas du tout exhaustif sur la question, bien au contraire, c'est vraiment un point de départ, je dirais, pour nos réflexions, parce qu'on peut très bien considérer effectivement qu'il y aura une prochaine génération de robots humanoïdes qui pourraient tout à fait être construites avec un corps sensible, qui soit capable d'intention propre, de conscience artificielle. Alors, on a la chercheuse sociologue Ludivine Aliendis dans l'ouvrage qui nous explique de façon tout à fait intéressante que le robot a bien un corps, parce qu'effectivement, moi, je m'étais aussi interrogée, vu que j'avais travaillé sur le corps humain, de me dire est-ce qu'on peut considérer que le robot a un corps robotique et non pas biologique. Donc, elle nous exprime qu'il a bien un corps, mais un corps justement qui va lui permettre de faire passer ses émotions chez l'humain. C'est-à-dire que lui ne ressent pas d'émotions, il reçoit des informations, il va les analyser, les filtrer pour finalement en transmettre de nouvelles. Donc, elle nous explique effectivement à l'aide d'un corpus intéressant que le robot n'a actuellement pas d'intériorité. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un, qui est extrêmement versé dans la question et qui considère que c'est déjà le cas, je pense que ça peut paraître un peu rétrograde, mais il nous est apparu en tout cas que actuellement, le robot n'a pas un niveau d'autonomie, de créativité, d'adaptation qui lui permettent finalement d'avoir une conscience artificielle qui soit proche de la conscience humaine. Mais ça ne veut pas dire effectivement que ça ne pourrait pas émerger un jour. Alors j'entends également ce que vous dites, qu'il y a des thèses aussi, des théories fonctionnalistes finalement de la conscience. Donc on parlait de Stanislas Dehaene, il y a également Nakache, Changeux, etc., qui considèrent finalement que cette conscience, elle pourrait être manifestée tout simplement par une sorte de système organisationnel fonctionnel et qui pourrait provoquer une gamme d'états avec des relations causales, etc. Et puis, il y a une autre théorie, donc la théorie biologiste, qui associe finalement la biologie et la conscience. Et c'est vrai que personnellement, je me place plus dans cette mouvance, cette théorie qui a été ouverte par le neuroscientifique Antonio Damasio, où finalement, il considère que l'intelligence émerge des émotions et que l'intelligence humaine, elle est indissociable du substrat, c'est-à-dire du corps humain. Et donc, actuellement, le corps du robot n'est pas un équivalent finalement du corps humain. Et puis, ça s'explique aussi par le fait que actuellement, on ne sait même pas finalement expliquer le vivant. C'est vrai, j'en parlais il y a pas très longtemps avec un collègue, et finalement, on ne sait pas expliquer encore suffisamment le vivant. Là, on est en train de se poser la question de savoir comment se referme en fait un ovocyte pour avoir juste ce spermatozoïde et pas un autre. Par exemple, j'en parle aussi dans le
le livre, on n'est pas encore capable de reproduire la gestation. Donc, à l'heure actuelle, on est obligé d'avoir une femme qui porte un enfant, donc avec un utérus naturel. On n'est pas encore capable d'avoir une gestation extracorporelle. Donc, comme on n'est pas encore capable, effectivement, d'expliquer le vivant, ça paraît encore compliqué d'affirmer aujourd'hui qu'on puisse avoir une véritable conscience artificielle. D'ailleurs, la conscience en elle-même, je dirais, n'a pas vraiment de définition. On va avoir des définitions d'un point de vue médical, d'un point de vue philosophique. Des fois, on parle d'âme aussi avec le contexte religieux. Et d'ailleurs, avant de parler des robots, ça s'est posé pour les animaux. C'est-à-dire qu'on se disait, on parlait de l'animal machine, et on se disait que l'animal n'avait pas de conscience. Alors, ça fait quelques années, on a eu la déclaration de Cambridge de 2012 sur la conscience, avec vraiment des scientifiques les plus éminents, dont Stephen Hawking. Et maintenant, ça fait plus de doute que les animaux peuvent être des êtres sentients. Alors, pas tous, comme nous l'explique le biologiste Georges Chapoutier, mais voilà, on a vraiment notamment les mammifères, les oiseaux, des céphalopodes tels que les pieuvres, qui ont des substrats neurologiques avec une véritable conscience. Donc, on parle maintenant de sentience plus que de sensibilité. Sentience, donc, qui vient d'un terme anglo-saxon et qui est entré en 2020 dans notre Larousse. Mais quand on définit justement le terme de sentience, la première définition, c'est pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Donc, effectivement, à l'heure actuelle, nous ne considérons pas que le robot est un être vivant, donc il n'est pas capable de sentience. Par contre, j'ai bien souligné qu'effectivement, c'était un problème épineux. Il y a notamment Rupert Robson, qui a étudié la philosophie de l'esprit à Oxford, dans le cadre de ses études de philosophie, politique, économie, etc., qui a publié en 2022 un ouvrage sur la possibilité d'un robot sentient, mais effectivement, ça paraît hors du champ de la science actuelle. Mais voilà, c'est une réflexion qui est ouverte. Comme le dit d'ailleurs Georges Chapoutier, si un jour on arrive à fabriquer le vivant, eh bien peut-être que les choses seront différentes. Donc je pense que c'est pas du tout un point sensible. En tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant de réfléchir à tout ça. Mais effectivement, je pense que votre ressenti était aussi justifié parce que on estime qu'actuellement il n'y a pas une conscience équivalente avec la sentience. Voilà. Vous me dites si je suis un peu longue dans mes réponses, mais voilà, je trouve que c'était vraiment intéressant en tout cas. Oui, c'est bien d'avoir des réponses qui sont approfondies. C'est pour ça aussi qu'on aime les conversations longues, les podcasts qui peuvent faire 1 heure, etc. C'est justement pour ça. Et c'est intéressant parce que la différence entre conscience, sentience, il y en a aussi qui parlent de conscience de soi. Donc là, c'est encore autre chose puisque c'est vraiment être conscient qu'on est conscient, donc c'est presque un autre niveau de feedback sur l'environnement et nous-mêmes. Et après, il faudrait voir aussi le lien entre la sentience, la conscience et la loi, donc les droits. Pourquoi un caillou, par exemple, on ne va pas lui donner nécessairement beaucoup de droits, alors qu'un être vivant, tout de suite, il faut se poser des questions. C'est parce qu'il y a probablement un intérêt pour cet être. Il y a aussi le concept de passion morale, d'agent moral, qui sont aussi de choses intéressantes. Et je trouve que vis-à-vis des robots et de l'intelligence artificielle, plus généralement, parce qu'on pourrait aussi presque se demander est-ce qu'aujourd'hui les LLM, les Large Language Models, comme ChatGPT, Gemini, et tous ces systèmes qui ont à gérer Internet et sont capables aujourd'hui de simuler, on va dire, des conversations et de faire tout un tas de choses. Et ils ont même des capacités dites émergentes qui n'étaient pas prévues par les programmeurs. Et on se dit, c'est étonnant. Et donc, là, pour le coup, la question du robot et du corps se pose un peu moins. Donc, c'est aussi une réflexion intéressante. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Est-ce que forcément un LM pourrait être conscient? Effectivement, la question s'est posée. Donc,
En tout cas, Ludivine Aliendis parle vraiment de robots quand il y a un corps, effectivement. Et puis Alexandra Bensamoun, qui est intervenue plutôt sur la personnalité juridique du robot, parle justement de système d'intelligence artificielle quand on n'a pas ce corps effectivement robotique. Donc effectivement, on a traité de façon assez large la question du robot, simplement effectivement système d'intelligence artificielle ou avec un corps. Mais voilà, je pense que la réponse en fait est assez semblable. Alors c'est vrai que vous l'avez souligné, enfin tu l'as souligné, effectivement avec ce système d'apprentissage aussi qui est tout à fait intéressant. Mais je dirais que c'est très, enfin on est vraiment au balbutiement en fait, on est au tout début. Mais c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que voilà, on est dans la prospective et de savoir ce qui va se passer. Mais la question se pose un tout petit peu différemment, effectivement, avec le corps ou sans le corps. Mais avec ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on a des choses qui peuvent être troublantes. Je parlais hier avec Cyril Caranta-Bobby, donc qui est doctorante, qui est intervenue sur l'anthropomorphisme. C'est vrai qu'on a des choses, par exemple, aujourd'hui, avec les intelligences artificielles qui arrivent à reproduire des conversations avec des êtres qui sont décédés parce qu'en fait, ils reprennent tout le langage des SMS, des messages qui ont été échangés sur les réseaux sociaux. Et donc, la personne a vraiment le sentiment d'avoir affaire à une conversation avec cette personne qui est décédée. Donc, ça peut aussi, voilà, je parlais tout à l'heure du robot qui provoque une émotion chez l'humain. Parce qu'effectivement, pour faire son deuil, etc., ça peut être compliqué parce qu'on a l'impression que cette personne est en vie. Donc, je pense que à l'heure actuelle, on est beaucoup aussi dans comment fait-on finalement pour cohabiter avec ces robots qui vont simuler, vous le disiez, enfin tu le disais, certaines choses et provoquer finalement aussi des émotions nouvelles chez nous. Je pense que tout ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau finalement pour nous. Et bien sûr, c'est vrai que c'est intéressant la distinction entre robot émotionnel et peut-être plus un autre type de robot qui ressent. Et donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment face à un ensemble de nouvelles technologies qui tombent plutôt dans la première catégorie, c'est-à-dire on se pose des questions sur comment ces objets, ces systèmes nous impactent. Mais est-ce que, même si la possibilité elle est minime, que les IA deviennent conscientes, est-ce que ça ne devrait pas quand même nous inciter à anticiper certaines implications morales pour ces IA, pour ses propres esprits, parce que ça pourrait, si on le fait pas, en fait, il pourrait y avoir une catastrophe morale qui s'annonce, quelque chose de similaire finalement à notre relation avec les animaux, et voilà, les siècles et les siècles qu'il a fallu avant qu'on réalise que les animaux, finalement, on peut pas faire n'importe quoi avec. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que c'était vraiment aussi l'objet de l'ouvrage, c'est de se poser la question aussi de cette cohabitation parce que c'est vrai que homme, animal, nature, on est vraiment en train de renouveler notre comportement aussi vis-à-vis de ces deux entités, je dirais. Mais on oublie parfois d'associer finalement le robot. Donc, c'était un petit peu l'idée de voir comment l'intelligence artificielle, la robotique peut cohabiter. Alors, soit en bien, soit en moins bien. Effectivement, c'est ce que tu disais. Il y a aussi des risques, voilà, qu'on peut évoquer avec alors, certes, beaucoup nous disent que ça relève de la science-fiction, mais si effectivement le robot devient, voilà, une entité qui pense par elle-même, qui peut agir, pourquoi n'agirait-elle pas contre l'humain également? Hein, on le voit dans les films d'anticipation. Donc tout ça, je pense que c'est important aussi de s'en saisir, sans pour autant tomber, voilà, dans quelque chose de complètement surnaturel. Mais on le voit que les choses avancent énormément. Et ce qui nous paraît banal, je dirais aujourd'hui, par exemple, même dans le domaine de la médecine, quand on parle de transfusion, quand on parle de greffe d'organes, etc., il y a encore pas si longtemps, dans un passé qui est assez proche, on pensait que ça relevait de la science-fiction, de la sorcellerie, etc. Et aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait possible. Donc en fait, ce que je dis aujourd'hui qui paraît
quasiment impossible ou très lointain, peut-être que dans les générations futures, ça semblera complètement banal. Donc c'est vrai que tout ça, c'est important d'y penser aujourd'hui, mais je dirais, est-ce qu'on a vraiment la capacité de penser finalement ce qui va arriver dans le futur? Parce que voilà, après le progrès prend le dessus et finalement, eh bien, on est parfois dépassé soi-même par le progrès. Donc oui, c'est important de se saisir de ces questions et d'essayer de ne pas se faire dépasser, mais là encore, il y a aussi une part d'inconnu, je dirais. Pour revenir sur, tu en as parlé un peu tout à l'heure, des robots sexuels, et je sais que tu as travaillé là-dessus, parce qu'il y a un article qui parle de ça, un article Oui. que tu as écrit. Je me pose justement cette question, parce que là, donc, on sort de l'idée que les robots puissent être conscients ou sentients, hein. Donc là, on estime juste que c'est l'effet que ça nous fait. Oui. Et il y a quelque chose qui pose problème au niveau des robots sexuels qui seraient par exemple des robots de pédophilie ou des programmes implantés de simulation de viol. Oui. Parce que c'est comme on se dit, ça peut être quelque chose qui a un effet négatif sur l'homme qui va ou la femme qui va s'en servir. Et la question que je me posais et que je te pose du coup, c'est est-ce qu'il y a eu une évolution de la réglementation ou de la réflexion juridique sur ces points-ci avec l'introduction de l'intelligence artificielle et des robots, on va dire, plus réalistes? Est-ce qu'auparavant, sur je sais pas, des poupées ou des artefacts comme ça très, très rudimentaires, ou même au niveau de la pornographie, c'était différent? Est-ce qu'il y a une innovation avec ces robots, justement? Oui, et tout à fait, je pense que tu as tout à fait raison parce que alors on va pas tout dévoiler effectivement dans l'ouvrage, mais j'aborde vraiment ces questions qui sont suffisamment nouvelles pour avoir très peu de littérature sur le sujet. On voit bien qu'effectivement les notes de bas de page sont pas les plus fournies sur la question parce que c'est vrai que c'est vraiment émergent. Mais tu as raison de souligner que c'est tout à fait nouveau parce que, bon, c'est différent, par exemple, d'un sextoy où c'est vraiment un objet. On n'a pas cette représentation vraiment du corps. Avec l'intelligence artificielle, où maintenant on a des choses qui se rapprochent vraiment de plus en plus de l'humain, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment un robot qui va avoir une voix vraiment humaine, qui va avoir une température même du corps humain, qui va être programmé alors justement pour dire non, pour simuler justement le viol. Donc toutes ces choses-là sont nouvelles et provoquent, comme tu le disais aussi, des émotions nouvelles et une utilisation nouvelle de l'objet. Parce que certes, ça reste un objet, mais beaucoup de personnes ne le considèrent pas comme tel. C'est-à-dire qu'on voit, j'ai cité des exemples, des personnes qui veulent se marier avec leur robot, des personnes qui se considèrent en couple avec leur robot. Donc on a vraiment justement cette interaction profonde et émotionnelle qui arrive maintenant dans le couple, des gens qui envisagent d'avoir des enfants avec ces robots. Donc, c'est ce que je disais à la fin de mon article. Je pense qu'au départ, ça peut prêter à sourire. Et en fait, quand on étudie vraiment la question et qu'on regarde le phénomène, ça devient de plus en plus, je dirais presque inquiétant, aussi par l'évolution des robots, parce que comme maintenant, beaucoup parlent à la première personne. On voit certains robots, notamment Sophia, le robot qui a eu la nationalité saoudienne, qui parle à la première personne en disant que elle voudrait fonder une famille, avoir des enfants, etc. Donc effectivement, on arrive vraiment dans un phénomène qui est nouveau. Et alors le droit ne s'en est pas encore vraiment saisi justement, mais c'est pour ça que j'ai posé toutes ces questions du couple avec un robot, avoir un enfant avec un robot, etc. Ce sont des questions finalement qui sont importantes parce que, alors certes, ça bouleverserait complètement le droit de la famille parce que, voilà, pour l'instant, le droit de la famille, c'est deux personnes, en tout cas humaines. Alors, il y a eu des gros bouleversements parce qu'avant, c'était forcément un homme, une femme. Ensuite, on a eu vraiment cette évolution de voir que ça pouvait être deux hommes, ça pouvait être deux femmes.
Mais toujours est-il que ça reste 2 personnes humaines, donc on n'a pas cette notion, voilà, d'une personnalité, électronique qui viendrait, dans le couple. Mais ce sont des questions qui sont intéressantes à se poser parce que ça devient une réalité finalement. Donc, là, on n'est plus vraiment dans l'anticipation, comme on pouvait le dire tout à l'heure, parce que là, ils sont vraiment sur le marché. Il y a vraiment des personnes qui se considèrent en couple et forcément, en fait, si d'un point de vue sociologique et donc après d'un point de vue juridique, on peut avoir ces questions qui se posent. Oui, je me souviens aussi même à travers des applications, des choses comme ça. Au Japon, par exemple, il y a beaucoup de jeunes Japonais qui sont Exactement. voilà, qui passent beaucoup de temps avec leurs Tout à copines fait. Et puis, il y virtuelles. a tellement de solitude, en fait, Oui, aujourd'hui que, voilà, les gens ont vraiment l'impression d'avoir une personne. Et là, c'est le robot a toute sa place, finalement, parce que bah, il va lui donner un prénom, il va vraiment s'inventer, finalement, une vie de couple avec. Et bah, ça, au départ, c'est ce que je disais, on s'apprête à sourire. Et finalement, quand on lit vraiment les témoignages, etc., on se rend compte qu'il y a quand même vraiment une révolution, sur la question, quoi. oui, oui. Et puis il y a aussi mentionné la société en Amérique, je crois Replica, c'est une entreprise qui propose des sortes de chatbots très avancés. Oui. Et à un moment donné, on pouvait en faire nos petites copines, nos petits copains, être en couple, les faire dire des choses un peu sexuelles, etc. Et ça a pris de l'ampleur et Replica, du jour au lendemain, quasiment, ils ont décidé d'arrêter ça. Et ça a créé pas mal de problèmes parce qu'il y a des gens qui s'étaient attachés. Et, Bien sûr. et ça montre aussi que derrière tout ça, il y a des entreprises, il y a des intérêts financiers, de capitalistes qui peuvent être Ah mais potentiellement complètement. prédateurs. Donc se dire tous ces gens qui sont seuls, qui ont besoin de réconfort, on va leur mettre des produits dans les mains et on voit un peu que ça peut Ah oui, poser oui, tout problème. à fait. Et aussi, Fred, tu parlais justement de robots qui ont l'apparence d'un enfant. Ça s'est posé en fait la question en France où il y a eu ce type de robot qui était vendu sur Amazon, où il y a des associations justement qui sont un peu montées au créneau. Donc Amazon a enlevé finalement les annonces. Mais en fait, là par contre, on a dans le code pénal des textes qui protègent justement le mineur où on interdit toute représentation sexuelle, donc y compris sur des poupées, des robots, etc. Ce qui n'est pas le cas pour les femmes. Et justement, je m'interrogeais là-dessus parce qu'il y a eu des rapports justement sur la prostitution, etc., où on se rend compte que, eh bien, ils citent les robots sexuels justement en disant que c'est une incitation à considérer le corps de la femme comme un objet, etc. Donc, il y a vraiment maintenant des considérations où on parle de ces robots sexuels, alors qu'il y a encore quelques années, c'était complètement anecdotique, je dirais. Et donc, on se rend compte qu'il peut y avoir une manifestation aussi de violence. Alors, certains pensent que justement, ça pourrait être un défouloir, mais on se rend compte que justement, dans les rapports en question, ils ont plutôt l'impression que ça va pouvoir se répercuter justement sur les personnes humaines. Et donc, que le traitement finalement du corps-objet, de se dire qu'on peut tout faire avec ce robot qui a vraiment l'apparence d'une femme, et ben finalement, on va avoir tendance à reproduire ces choses-là sur une vraie femme finalement. Donc là encore, il y a des choses qui interpellent et justement, quand on parle de la violence faite aux femmes, etc., peut-être que ces robots sexuels pourraient aussi être pris en considération parce que là, on n'est plus dans une poupée gonflable comme on pouvait l'imaginer auparavant. On est vraiment dans une vraie représentation physique qui va très loin, hein, vraiment au niveau des veines, de la pilosité, de la température de la peau, etc. Et avec en plus des paroles, elle va prononcer le prénom de l'homme en question, etc. Donc vraiment, cette sensation très forte finalement d'être en présence d'un humain. Et c'est là où la frontière justement entre l'humain et le robot est très mince. À ce propos, enfin pour faire la transition avec ça, il y a un autre aspect, donc là on passe à l'animal dans le Oui, livre, et notamment la d'accord. zoophilie. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était peut-être encore plus, comment dirais-je, encore plus radical. Il me semble avoir compris qu'il y avait un enjeu autour de la représentation même picturale ou très très fictionnelle en BD de la zoophilie.
Donc je me dis, alors c'est peut-être la nature du droit et puis de son histoire d'avoir des catégories très tranchées, mais j'ai l'impression que la distinction homme-animal, elle est peut-être aussi très 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 forte. Et dans ce problème, cette interdiction, on va dire, de la zoophilie, j'ai lu quelque chose qui comment dirais-je, c'était l'idée, on va interdire la zoophilie au nom de la dignité de l'animal d'un côté, mais j'ai pas bien saisi, il me semble qu'il y a aussi une distinction entre l'animal domestique et l'animal sauvage qui est très très forte. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que finalement la zoophilie ou l'interdiction de la zoophilie ne concerne que l'animal domestique, et auquel cas pourquoi? Eh bien oui, alors tu as très bien compris. Alors là, donc c'est François-Xavier Roudemars qui traite cette question de la zoophilie et des nouvelles appropriations finalement de l'animal en tant qu'objet sexuel. Et alors effectivement, actuellement, donc la zoophilie est uniquement interdite envers les animaux de compagnie ou domestiques. Alors, quand on parle d'animaux domestiques, ça peut aussi être les animaux sauvages par nature, mais en fait qui sont tenus en captivité ou apprivoisés. Et en fait, cette interdiction donc ne touche pas les animaux sauvages, tout simplement parce qu'en fait, ça tient au statut de l'animal sauvage qui n'est pas soumis aux dispositions du code civil ni du code pénal. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, l'octroi de cette protection pénale s'expliquerait par la vulnérabilité de l'animal domestique face à l'homme qui finalement l'a élevé, ou en tout cas avec lequel il a une proximité immédiate. Et donc, on considère que l'animal domestique devrait être davantage protégé parce qu'il est placé sous le pouvoir, le contrôle de l'homme, et donc il est plus vulnérable que l'animal sauvage, finalement, à l'état de liberté. Sauf qu'évidemment, on aura compris que c'est pas forcément une bonne chose non plus, parce que, alors certes, on considère que les animaux sauvages sont des choses et ne sont pas des biens parce qu'ils ne sont pas appropriables. Donc c'est ce qu'on appelle les res nullius, les choses sans maître qui n'appartiennent à personne. Mais le revers de la médaille, j'ai envie de dire, c'est que cette absence de reconnaissance de l'animal sauvage dans nos textes juridiques fait qu'il peut très bien être soumis à la torture, à la maltraitance, dont effectivement des atteintes sexuelles. Et en fait, ces actes ne sont pas réprimandés, alors même qu'ils le seraient exactement s'ils étaient commis sur des animaux domestiques. Alors là, effectivement, on parle de l'aspect sexuel, mais ça peut être aussi voilà, des actes de torture. Peut-être que tu te souviens également d'une vidéo qui avait circulé où on avait vu des jeunes qui s'étaient arrêtés sur le bord de la route pour récupérer un blaireau et qui l'avaient emmené en fait dans une soirée où ils l'ont maltraité, ils ont sauté dessus à pieds joints, etc., jusqu'à ce que mort s'en suive. Les associations de protection animale se sont saisies de la question pour justement aller en justice, et finalement, ça s'est soldé par le fait qu'on a dit c'était un animal sauvage. Il rentre pas en fait dans la définition de l'animal domestique, parce qu'on l'a amené dans une soirée, que c'était pas quelque chose de pérenne, et finalement, il s'est rien passé. Donc, on peut torturer ces animaux sans qu'il ne se passe rien. Mais la question aussi, c'est que c'est plus complexe que ça, j'ai envie de dire, parce que c'est pas parce qu'on est un animal domestique qu'on est pour autant extrêmement protégé. Par exemple, l'abattage des animaux, on le voit tous les jours avec ces millions d'animaux par an qui sont abattus pour la consommation. Ils sont considérés comme des animaux domestiques et on ne leur évite pas la mort pour autant. Donc en fait, là, on a, je dirais, par rapport à la zoophilie, on a des comportements en fait qui sont tout simplement validés ou pas vis-à-vis du comportement de l'homme envers l'animal. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on considère que la zoophilie, qualifiée dans un temps plus ancien de bestialité, est choquante parce que, voilà,
on utilise l'animal sexuellement et donc finalement aussi l'image de l'homme est entachée finalement par cette action. Alors certes, on reconnaît la souffrance de l'animal, mais il y a quand même toujours cette vision anthropocentrée. Hein. Le droit, il est fait par l'homme pour l'homme, donc on agit aussi vraiment par rapport à la façon dont on va utiliser l'animal. Et à côté de ça, on a les abattoirs, on a les pratiques de chasse également, où on considère que c'est acceptable et donc ça devient légal. Mais pour autant, évidemment que l'animal, il va souffrir parce que c'est un être sentient et d'un point de vue scientifique, que ça soit la vache qui se fait abattre ou le cerf qui se fait tuer lors d'une chasse à courre, évidemment qu'ils souffrent tous les deux de la même façon. Donc en fait, c'est là encore finalement le côté humain, anthropocentré qui prend le dessus, plus je dirais que sur la vraie sentience et la souffrance de l'animal. La question suivante, finalement, était un petit peu ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire que c'est un petit peu hypocrite de l'avoir de l'être humain, de se dire, oh, la zoophilie, c'est pas bien pour les animaux, faut pas faire ça aux animaux. Mais en fait, déjà, c'est pas totalement impossible de considérer des scénarios où l'animal ne serait pas torturé par un acte zoophile, je peux dire. Voilà, alors, ça a été la question, effectivement. Il y avait un arrêt qui avait été le premier. Alors, de mémoire, je crois que c'est 2004. Ça s'appelait Poney Junior. Où, en fait, c'était un homme qui sodomisait son poney, mais il disait qu'à côté, il ne lui faisait pas de mal. C'est-à-dire qu'il ne le frappait pas, etc. Et sauf qu'à l'époque, on n'avait pas ces textes, effectivement, qui étaient entérinés. Donc, par la suite, on a considéré toute atteinte sexuelle sans même considérer effectivement qu'il y ait des atteintes physiques. Bon, c'est quand même généralement le cas parce qu'effectivement, un animal auquel on va faire des actes sexuels, généralement, il y a quand même toujours une souffrance physique et morale aussi. Mais admettons qu'on ne relève pas de sang, de blessures, etc. À partir du moment où on considère qu'il y a atteinte sexuelle avérée, eh bien, on va considérer qu'il y a acte de zoophilie. Donc, en fait, on a eu une évolution aussi sur la question. Oui. Mais ça revient à ce qu'on disait, c'est un acte parmi tant d'autres et la souffrance animale ne cesse pas pour autant. Donc c'est plutôt finalement le comportement aussi humain qui est ici sanctionné parce que par ailleurs, on peut très bien faire mourir énormément d'animaux. Donc on le disait pour la consommation parce que là je crois que c'est exponentiel, mais ça peut être aussi pour l'expérimentation animale, etc. Là encore, pour l'expérimentation animale, on va justifier finalement les atteintes à l'animal parce qu'on va dire que c'est pour la santé humaine. Donc on revient encore au côté anthropocentré où finalement l'homme va avoir cette suprématie qui permet que l'on fasse souffrir l'animal. Alors là encore, l'intelligence artificielle peut avoir justement beaucoup d'intérêt parce qu'on va pouvoir avoir un remplacement aussi sur certaines choses par rapport aux souffrances qu'on fait subir à l'animal. Également, toutes les nanotechnologies avec la fabrication d'organes artificiels, etc. Donc là, ça peut aussi venir justement au soutien de l'animal. Mais aujourd'hui, clairement, on justifie en fait des pratiques qui ne sont pas finalement défendables parce que la chasse aujourd'hui, on considère que c'est un sport, donc on ne se nourrit plus finalement ne chasse plus pour se nourrir. Donc là, je mets bien de côté tout ce qui est peuple autochtone, etc. Bien sûr, là, je ne remets pas du tout en question quand il s'agit de la survie, etc. Mais même chose, les abattoirs. On sait aujourd'hui qu'on peut avoir une santé tout à fait stable et équilibrée en mangeant végétarien ou végétalien. Donc on n'est plus obligé de tuer un animal pour se nourrir, mais pourtant, c'est une technique qui continue d'être validée par le droit, y compris avec les techniques halal, kasher, qui en plus font souffrir doublement l'animal puisqu'il n'y a pas d'étourdissement. Et ça aussi, c'est validé par notre droit. Pas partout, hein. Il y a d'autres pays
comme récemment la Belgique où ce n'est plus autorisé. Donc on commence à avoir une balance des intérêts justement, de se dire voilà, l'animal a aussi vraiment un intérêt qui peut être supérieur aux libertés religieuses qui sont par ailleurs protégées et c'est important bien évidemment. Mais entre la liberté religieuse et la souffrance infligée, il faut aussi mettre ça en balance et ça commence progressivement. Mais pas en France parce qu'on est aussi réfractaire sur beaucoup de choses et en retard aussi sur beaucoup de choses. On le voit dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est cette question de comment est-ce qu'on pourrait améliorer la protection des animaux. Et il y a un texte de Marie Eudes où elle semble dire que finalement la piste de l'attribution d'une personnalité juridique à l'animal est peut-être pas la plus pertinente et qu'il vaudrait mieux mettre des limites aux droits déjà existants, c'est-à-dire la question du droit de propriété, en fait, en la limitant concernant les animaux et aussi la nature en général. Mais déjà, qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis, spontanément, de manière naïve, je me disais plutôt, on peut imaginer quelque chose d'hybride avec les animaux sentients, personnalité, et puis les animaux non sentients et le reste de la nature, propriété. Oui, alors tout à fait. Non, je dirais pas que c'est naïf, hein. Ce sont des interrogations tout à fait légitimes. Alors effectivement, donc Marie Eudes, ma collègue, donc juriste également, elle a opté effectivement plus pour une réforme du droit de propriété que pour la personnalisation finalement juridique des animaux ou de la nature. Donc elle est plutôt centrée sur l'arbre. Alors, on pourrait aussi se poser la question pour les IA, robots, conscients, etc. Mais je dirais que ce sont là encore des propositions qui sont un petit peu parallèles et là encore, selon les auteurs, certains sont plus, je dirais, attirés par telle ou telle proposition. Alors sur la notion de propriété, il y a aussi la création de nouveaux biens qui est régulièrement soulevée. Par exemple, ma collègue Nadège Robin-Maupin de l'Université Versailles-Paris-Saclay, quant à elle, parle qu'elle souhaiterait une distinction fondamentale entre les biens vivants et les biens inertes, donc pour parler de biens organiques et de biens inorganiques. Mais je dirais que la question de la propriété se pose même finalement classiquement en ce qui concerne le corps humain. On se demande régulièrement si on ne pourrait pas envisager qu'on soit propriétaire de notre corps. Et en fait, c'est tout à fait envisageable. Mais souvent, quand on parle en fait de propriété, je pense que les gens pensent que lorsqu'on est propriétaire d'une chose, on a tout pouvoir sur elle. Et donc, on se dit, finalement, comment on pourrait concilier le fait qu'on soit, par exemple, propriétaire de son corps et puis qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut de notre corps. Mais en fait, la propriété, donc là, je vais essayer de vulgariser au maximum, mais n'est pas absolue. C'est-à-dire que, pour donner des exemples assez concrets, par exemple, si je suis propriétaire, je ne sais pas moi, d'un manoir qui va être classé bâtiment historique, et je ne pourrais pas faire tout ce que je veux de mon manoir. Si je veux, par exemple, ravaler la façade, je ne vais pas pouvoir le peindre en rouge avec des volets multicolores parce que ce sont des bâtiments qui doivent répondre à des standards. On doit avoir une autorisation administrative préalable pour réparer, faire des travaux, etc. Donc, de toute façon, la propriété, elle s'exerce en société. Donc, à chaque fois, on a des valeurs sociales qui doivent toujours être respectées. Donc, on pourrait très bien considérer qu'on est propriétaire de son corps, mais qu'on va, par exemple, être interdit de pratiquer la gestation pour autrui. C'est tout à fait envisageable. Une autre illustration, c'est justement concernant l'animal. On voit bien, par exemple, que l'animal, aujourd'hui, reste une chose appropriable, effectivement. Je peux acheter un animal, alors que ça soit avec un contrat d'adoption, si je vais l'adopter dans un refuge, que ça soit dans une animalerie, si j'achète un hamster ou si j'achète, je sais pas, un chat qui vient d'un élevage. Effectivement, je vais être propriétaire de cet animal. Pour autant,
comme il est reconnu comme un être vivant doué de sensibilité, il y a en fait des règles qui vont venir le protéger. Donc là encore, je n'ai pas un droit absolu sur mon chat ou sur mon hamster. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir en disposer matériellement de manière absolue. Par exemple, je peux avoir une table ou une chaise et si demain je veux faire un feu de joie au milieu de mon jardin et les brûler, bah, c'est mon droit. Par contre, si je veux faire la même chose avec mon hamster ou mon chien, eh bien là, ça va tomber sous le coup de la loi parce que justement, je ne peux pas disposer de mon animal de façon absolue. Donc, en fait, on a certes des pouvoirs qui sont accordés avec le droit de propriété, mais ça doit être nuancé, je dirais, en fonction des qualités propres de la chose. Donc, on pourrait très bien envisager la même chose, par exemple, pour une intelligence artificielle, un robot qu'on considérerait justement comme ayant une conscience avérée, qui soit égale, voire supérieure à l'humain. Effectivement, on ne pourrait pas disposer de son robot comme on le souhaite. Alors, on a des fictions, je pense à la série Real Human, 100% humain, qui était très intéressante sur le sujet où voilà, on n'avait pas le droit de détruire son robot, etc. Ça, c'est des choses qui pourraient très bien être envisagées sous l'angle du droit de propriété. Mais en fait, je dirais que les gens les personnes qui craignent finalement la personnalité juridique, notamment pour l'animal, puisque là la question se pose vraiment de façon actuelle, je dirais, c'est à mon sens parce qu'en fait elles craignent de bousculer ce que je pourrais appeler finalement la sacro-sainte summa divisio. Donc ça, c'est hérité de notre droit romain, où en fait, on a une distinction qui est fondamentale entre les personnes et les choses. Donc tout ce qui n'est pas personne est nécessairement une chose. Mais justement, les défenseurs de la réforme du statut de l'animal considèrent que l'animal actuellement, c'est le seul bien dont les personnes qui sont détentrices, eh bien, aient l'obligation légale d'assurer le bien-être. Et donc, ça suffirait finalement, notamment cette vulnérabilité et ces règles protectrices, à considérer eh bien, qu'on doive faire passer l'animal du côté des personnes et non pas du côté des choses. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais du code pénal. Eh bien, depuis 1994, on a vraiment une séparation des infractions qui sont commises contre les biens de celles qui sont commises contre les animaux. On a vraiment un titre à part, une section qui s'intitule des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux. Donc, c'est bien une volonté aussi d'individualiser les textes qui protègent les animaux, donc plus sous leur seul aspect finalement patrimonial, mais aussi sous le prisme de leur intérêt propre. Et donc, on peut considérer effectivement, donc là, il y a toute une partie de la doctrine dont Jean-Pierre Marguenot était effectivement le précurseur quand il a soutenu sa thèse, qui a rappelé d'ailleurs encore récemment que c'était une idée assez ancienne d'un célèbre juriste qui s'appelait René Demogue, qui finalement propose une personnalité juridique de l'animal, mais qui ne vient pas du tout, qui ne viendrait pas finalement amoindrir les droits de l'être humain. On aurait vraiment deux personnalités qui sont distinctes. Donc lui parle d'une personnalité technique de l'animal et ça viendrait pas pour autant finalement abolir la frontière entre l'humanité et l'animalité, ce qui est justement l'objet de notre ouvrage. Alors juste pour conclure là-dessus, peut-être que ça soit pas trop long, mais juste par rapport pour comprendre vraiment la personnalité, en fait, on a d'un côté la personne physique. Donc là, c'est vraiment tous les êtres humains, donc personnalité physique, on a la personnalité juridique qu'on va pouvoir acquérir dès la naissance, donc à condition que l'enfant soit né vivant et viable. Et cette personnalité juridique, elle prend fin au moment du décès de la personne. Et à côté, on a les personnes morales.
Donc là, ce sont des groupements d'individus au sein de sociétés, d'associations qui vont acquérir la personnalité juridique, donc par une déclaration à l'autorité publique, etc. Et elle peut prendre fin avec la dissolution de la personne morale. Et donc, à mon sens, si on doit effectivement se prononcer sur la personnalité juridique des animaux, j'irais justement dans le sens des personnes physiques, parce que les animaux, ce sont des êtres vivants, des êtres sentients, donc avec un corps souffrant justement, ce qui va les rapprocher complètement des humains, les autres animaux avec cet aspect-là. Contrairement aux personnes morales qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas de capacité de souffrir. Donc en fait, les personnes physiques pourraient être substituées avec d'un côté les personnes humaines et d'un côté les personnes non humaines avec les animaux. Et là, on pourrait s'interroger justement sur le robot. Est-ce qu'on doit ou non lui attribuer une personnalité numérique ou électronique? Alors, on voit que Alexandra Bensamoun n'y est pas favorable. Elle nous explique effectivement divers arguments sur la question, mais si ça devait effectivement arriver, là, on pourrait peut-être justement revenir à la question du corps du robot. Est-ce que s'il a un corps, eh bien, on le met du côté des personnes physiques? Est-ce que si c'est qu'une intelligence artificielle, eh bien, ça serait plutôt dans les personnes morales? Donc là, peut-être que la question du corps aurait toute son importance aussi, à savoir, est-ce que c'est un être sentient? Donc avec cette sentience artificielle, justement, cette sentience robotique, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, finalement. Ouais, il y a aussi toutes ces discussions me fait penser à aussi un cas de figure intéressant. Enfin, par exemple, comme tu disais que si je vais faire un feu de joie avec des tables et des chaises, personne va m'en empêcher, à part peut-être les voisins qui font plein de la fumée. Mais si je fais ça avec mes animaux de compagnie, ça va être beaucoup plus problématique. Mais si demain on a accès à des robots humanoïdes extrêmement réalistes, vraiment presque indiscernables de l'humain, mais on ne les a pas reconnus comme étant des personnes, ça reste des objets, des propriétés. Du coup, est-ce que je vais pouvoir faire ce que je veux avec ces machines? Est-ce que je peux faire un feu de joie avec des robots? Et ça revient un peu à la série Westworld au final, parce que la série Westworld, ça parle vraiment en tout cas, la première partie montre comment on peut créer un parc d'attractions pour finalement reproduire le Far West avec des humanoïdes réalistes qui sont programmés pour partir dans les quêtes, etc. Et bien souvent, les visiteurs de ce parc sont un petit peu psychopathes, on va dire, puisqu'ils s'amusent à tuer et à violer et tout ça. Et je me dis, ce genre de parc d'attraction, il n'existera jamais. Je pense pas qu'on est capable, les humains, de s'adonner à ce genre de pratique sur quelque chose qui est photoréaliste finalement. Parce que si on n'est plus capable de faire la différence entre une machine et un vrai humain, du coup, comment on va pouvoir agir et faire quelque chose d'horrible? Et surtout, est-ce que la loi va, à un moment donné, dire des pratiques sur des choses qui ne sont pas des personnes? Ouais. C'est tout à fait intéressant ce que tu dis, et ça rejoint tout à fait ce qu'on disait avec le robot sexuel tout à l'heure, en fait, parce que on va s'adonner à des pratiques qui tomberaient sous le coup de la loi sur des humains. Alors tant qu'effectivement ça se pratique sur un robot, pour l'instant, on considère que ça reste dans la sphère privée. Mais c'est ce que tu disais je ne connais pas cette série, mais quand tu disais sur le parc d'attractions, etc. Effectivement, c'est quand même une sorte de défouloir aussi de violence qu'on risque en fait de reproduire chez les humains finalement. Et on le voit aussi, d'ailleurs, je parle aussi dans l'ouvrage d'animaloïdes, donc de robots animaux. Et il y a eu des études sur la question où on se rend compte que les enfants qui vont faire du mal aux robots animaux vont avoir tendance à reproduire en fait cette violence sur leurs camarades, etc. Donc effectivement, on le voit d'ailleurs aussi. Donc là, c'est Laurent Bechant-Klang qui parle de la violence contre les animaux, la maltraitance et les liens avec la maltraitance humaine. Pareil, on a de nombreuses études où on voit que les psychopathes, comme tu disais, ont dans leur jeunesse généralement pratiqué des actes de maltraitance sur les animaux
continue parfois également, mais qu'il y a vraiment un vrai lien. D'ailleurs, il y a des associations maintenant et ça commence à être entériné dans la loi où on a justement le vétérinaire maintenant qui a une levée du secret professionnel quand il voit qu'il y a des actes de maltraitance sur les animaux, il peut le signaler et généralement, on se rend compte que quand il y a des actes de maltraitance sur les animaux dans le foyer, il y a aussi des actes de maltraitance sur les enfants ou sur la femme notamment, etc. Donc en fait, toute cette violence, je dirais, appelle la violence. Et tu disais effectivement, je pense que ce serait pas possible ce parc d'attractions, mais justement, est-ce que ça serait pas envisageable? Parce que je pense qu'on peut pas tout exclure et ça serait aussi tout à fait une possibilité. Est-ce que ça serait interdit justement? Est-ce qu'on dirait que c'est contraire à l'ordre public parce qu'il y a un déchaînement de violence? C'est très intéressant parce que ça soulève de vraies questions juridiques et comme tu parlais tout à l'heure des investisseurs, des entreprises, on pourrait très bien imaginer qu'il y a un entrepreneur qui se dise: «Tiens, on va créer ce parc d'attractions». Je trouve que c'est tout à fait intéressant et pertinent justement. Ça me paraît possible techniquement, mais je me dis que ce serait pas un parc très populaire puisque ça présupposerait presque d'être psychopathe pour y aller. Enfin, je me verrais pas, enfin voilà, Alors, mais j'imagine que toi, parce que tu es normal, effectivement. bien sûr, oui, mais Mais le pourcentage de la justement, population, mais oui, parce que justement, ça pourrait aussi inciter certaines personnes. On voit bien même déjà dans les jeux vidéo où il y a eu aussi des jeunes des fois qui sont contents d'avoir ce déferlement de violence et que ça leur crée justement des problèmes de santé psychique. Là, on pourrait très bien envisager ça parce que et plus justement la frontière est mince, plus justement le cerveau humain fera de moins en moins la différence entre l'humain et le robot, justement. Donc ça, pareil, on est encore au balbutiement et c'est ce que tu disais, pour l'instant, on fait bien la différence. Mais alors certes, quand on a cette empathie, alors je crois que c'était Cyril Caranta-Bobby qui en parlait, où il y avait des militaires en fait qui avaient des robots qui ressemblaient à des chiens et les robots se battaient et en fait on se rendait compte qu'ils avaient une empathie où ils souffraient finalement pour leurs robots. Donc tant qu'on a finalement cette empathie, je dirais naturellement et qu'on la conserve, on conserve notre humanité. Le jour où finalement on n'aura plus cette empathie, aussi bien même pour les choses, on aura une frontière qui sera beaucoup plus mince. Mais là encore, tout le monde ne réagit pas de la même façon et on le voit bien avec le robot sexuel, la frontière devient mince. Il y a un entraînement aussi vers la prostitution, comme je l'ai expliqué dans l'article, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre la juste mesure de ces robots, de ces apparences humaines sur les robots qui peuvent véritablement, en fait, bousculer nos comportements humains. on peut passer peut-être à l'antispécisme, qui est une thématique très intéressante. Elle a été discutée notamment à Transvision par deux invités. Donc c'était en 2022. Les liens sont, je les mettrai dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Il y a eu donc l'intervention de Thomas Lepelletier et Axel Pleust Roré, enfin je ne sais pas si je prononce ça correctement. Ils mettent l'accent plutôt sur la souffrance de l'individu, donc à défaut de l'espèce. Et donc du coup, la question de la biodiversité, elle est un peu moins importante au niveau éthique selon eux, et ça peut être parfois, ça peut paraître contre-intuitif pour des gens qui veulent protéger la biodiversité et qui sont environnementalistes. Améliorer notre rapport à l'animal, diminuer les souffrances de l'animal devient un devoir moral qui peut impliquer des questions d'alimentation, d'aide directe, voire, on en discutera peut-être après, mais de forçage génétique et d'autres interventions avancées au niveau donc, du génie génétique. Et on pourrait aussi se poser la question de l'intervention de l'être humain dans la question de l'animal sauvage, pas domestique ni dans l'élevage, mais est-ce qu'on a aussi une responsabilité morale d'intervenir dans la nature pour diminuer la souffrance des animaux sauvages, par exemple? Est-ce que ça, c'est une question j'ai l'impression que c'est une question qui est posée de plus en plus, en tout cas dans certains milieux, le tourisme efficace, etc. Oui. Et donc, Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, je pense qu'on a vraiment une responsabilité aussi envers la biodiversité, la nature. Donc, je parlais tout à l'heure du concept One Health. Alors, là encore, il faut pas non plus que ça soit trop anthropocentré parce qu'en fait, on se rend compte, on l'a vu avec le Covid, on le voit avec toutes les pandémies, où en fait, l'homme commence à recevoir un peu le bâton en pleine figure finalement parce que tout ce qui fait subir
aux animaux et à l'environnement, ça provoque du réchauffement climatique, ça provoque des pandémies. Et donc, il s'en rend compte un petit peu parce qu'il est mis au pied du mur, finalement. Il faudrait aussi un petit peu avoir une approche, je dirais, plus biocentrée, à mon sens. Donc, plus se recentrer sur le vivant, comme l'approche en fait des peuples autochtones. Alors j'y reviens, certes, effectivement, on peut penser que ce sont des peuples qui sont arriérés, qui ont une vision de la nature qui n'est plus la nôtre, mais il ne s'agit pas finalement de vivre forcément comme eux, mais je pense de se réapproprier certaines valeurs qu'on a perdues aujourd'hui et aussi de protéger la nature et l'animal, tout simplement pour ce qu'il est. Pour sa valeur intrinsèque et pas spécialement non plus par rapport à ce que ça va provoquer comme dommage chez nous. Donc oui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui commence à émerger pour justement se dire que oui, on doit peut-être mieux protéger la nature. Par exemple, je pense à une commission ouverte qui a été mise en place à la rentrée au barreau de Paris par notamment Marine Ischiardo qui a ouvert cette question sur les droits de la nature pour les avocats, justement, droits de la nature qui sont consacrés notamment en Équateur, beaucoup en Amérique du Sud. Nous, on ne parle pas de droit de la nature, on parle de droit de l'environnement. Sauf que quand on parle de droit de l'environnement, là encore, on est anthropocentré et c'est l'environnement de la manière dont l'homme l'utilise. Que quand on parle de droit de la nature, on parle de droit de la terre-mère, de droit à un environnement sain, des peuples qui la composent, parce qu'on fait partie de la nature. En fait, on est une partie intégrante de la nature et la nature fait partie de nous. Et ça, c'est vrai que moi, comme je vous ai dit, je travaille essentiellement dans le Master 2 droit de la santé et des biotechnologies. Et je sais qu'au départ, les étudiants, quand je leur parle de droit du vivant animal, végétal, ils sont très surpris parce qu'en fait, quand on parle de santé, on pense hôpital, on pense sécurité sociale, on pense des choses qui sont finalement qui sont un peu déconnectés finalement de la nature. Et tout ça, c'est lié. On s'en rend compte, effectivement, avec les pandémies, avec tout ça, mais même par exemple, on parlait de l'élevage tout à l'heure. Plus on a un élevage intensif avec des populations d'animaux concentrés, ça va provoquer des maladies pour les animaux et également pour l'humain, pour l'éleveur, pour l'humain qui va manger cet animal mort derrière et qui a eu des antibiotiques, qui a eu tout un tas de choses qui lui ont été injectées. Et donc, on va finalement aujourd'hui se rendre compte un petit peu de tout ça par les impacts que ça a. Mais on se rend compte que finalement, les gens se rendent compte de ça, mais le changement est très long. On parle de notre système effectivement agricole, on voit nos agriculteurs qui souffrent, mais ils souffrent aussi beaucoup par la mondialisation, par ces élevages de plus en plus grands, où on laisse plus vraiment la place à la nature justement, à l'animal qui est libre, etc. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais voilà, c'est vraiment, oui, je pense qu'il y a une vraie responsabilité de l'humain envers la biodiversité, envers également les animaux qui la composent. Et là, on revient sur le statut de l'animal sauvage qui devrait véritablement être mis en œuvre parce qu'aujourd'hui, c'est un élément de l'environnement. Donc, on va avoir des classifications avec les animaux chassables et pêchables. On va avoir les espèces protégées, mais finalement, il y a beaucoup d'exceptions dans la protection, comme le loup. On se rend compte finalement que on permet qu'il y ait beaucoup d'abattage, etc. Donc, voilà, et puis les espèces susceptibles d'occasionner des dommages. Et puis finalement, ces espèces-là, on se rend compte que c'est souvent l'homme aussi qui est à l'origine de perturbations et que ces espèces, elles sont pas si nuisibles que ça. Par exemple, je pense aux renards, ça fait partie des espèces nuisibles, alors que les renards sont très utiles justement pour manger tous les mulots, etc., qui viennent perturber les cultures. Et donc, ça peut être un vrai, finalement, allié pour le monde agricole plutôt que de chercher à les éradiquer. Donc, je pense que d'avoir finalement cette vision d'un tout global, parce qu'on fait partie d'un tout, et je pense qu'on a beaucoup tendance à l'oublier, à se mettre en haut d'une pyramide et en pensant qu'on est un petit peu intouchable,
Alors que finalement, notre comportement est vraiment très important et sur le long terme aussi, on parle de générations futures de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on est de passage sur terre, il faut quand même le rappeler et s'en souvenir, je dirais, un memento mori. C'est vrai que on laisse la terre à nos enfants, aux générations futures. Il faut voir aussi comment on va la laisser finalement. Donc, je pense que oui, ce sont des considérations qui me paraissent essentielles aujourd'hui. Ouais. Il y a aussi donc un philosophe britannique qui s'appelle David Pearce. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est quelqu'un qui est aussi transhumaniste et qui s'intéresse beaucoup à la souffrance animale. Bon, la souffrance en général, puisque c'est un utilitariste négatif. Donc lui, il part vraiment sur le principe que la responsabilité de l'humanité, de tout être moral dans l'univers, ce serait de minimiser la souffrance le plus possible. Et donc pour lui, un grand projet, on va dire, que l'humanité devrait avoir, c'est d'essayer de refaçonner la nature et le vivant presque pour éliminer ce qui cause la souffrance chez les êtres vivants. Donc ça va être les différents gènes, par exemple. Voilà, alors il parle de forçage génétique. Donc si on arrive il y a beaucoup de recherches qui sont faites en ce moment sur quels sont les gènes qui causent la souffrance, notamment la douleur, parce que la douleur physique, c'est plus facile à déterminer que la souffrance psychologique. Mais la douleur physique, c'est un ensemble de gènes. Il y en a certains qui ont été identifiés. Donc on pourrait génétiquement les baisser le volume, quoi, si on veut, ou les faire ne pas se manifester. Et il y a des gens d'ailleurs qui naissent avec des conditions qui ne ressentent pas la douleur. Alors, les cas extrêmes, c'est vraiment négatif parce que c'est des personnes qui vont souffrir sans le savoir, qui vont se faire mal sans le savoir, et donc elles ont généralement une durée de vie très faible. Par contre, il y a des cas beaucoup plus intéressants à étudier. Il y a le cas alors je crois que c'est Joanne Cameron, une Écossaise, qui est née avec un certain bagage génétique et certaines mutations qui font que certains gènes ne se sont pas exprimés comme la plupart des gens, et elle a un très très haut seuil de douleur, si tu veux. Donc elle est capable de... Par exemple, elle a une anecdote, c'est que quand elle a accouché, pour elle, elle a rien senti, quoi, finalement. Et quand elle tombe, elle va pas avoir mal, tout ça, mais c'est pas non plus au point où elle ne sentira pas la cassure ou le problème vraiment dans le danger. Et donc, on pourrait se demander si on est vraiment transhumaniste jusqu'au bout, se dire, ça, c'est un gène qu'il faudrait étudier, trouver pourquoi dans le cas de James Cameron, il a produit ces effets, et puis utiliser le génie génétique préembryonnaire, ce genre de choses, pour que les futures générations soient libérées de certaines douleurs les plus insupportables. Aujourd'hui, finalement, c'est le résultat de la loterie génétique. Parce que malheureusement, la sélection darwinienne, c'est quand même pas très joli dans la nature quand on voit les animaux. L'état naturel d'un animal dans la nature, dans la forêt, c'est un stade de famine, de prédation. Et donc, si on... Alors oui, mais c'est vrai que est-ce que finalement ça serait pas plutôt aussi les comportements humains qui sont générateurs de souffrance, parce que dans la nature finalement ça va être plutôt le braconnage, etc., qui va être problématique pour l'animal sauvage en tant que tel. Alors après j'entends tes idées. Alors, je connais pas spécialement ce que tu dis là sur le gène de souffrance. Par contre, j'avais lu plusieurs travaux, notamment de Gabriel Dort, qui est philosophe, où il avait parlé justement des considérations environnementalistes, justement des transhumanistes, qui souhaitaient modifier l'humain génétiquement, justement, pour qu'il ait, par exemple, le gène de l'empathie, le gène, justement, d'avoir une plus grande volonté de protéger la nature, etc. Donc effectivement, on peut envisager beaucoup de choses, et on se rend compte aussi qu'il y a des courants transhumanistes qui n'ont pas que la volonté d'avoir une vie éternelle et rien d'autre, mais aussi justement de vouloir protéger le vivant. Et justement parce qu'ils auraient une vie plus longue, il faudrait aussi vivre dans un
une nature qui soit justement en meilleure santé plus longtemps que quelqu'un qui sait qu'il va mourir et qui se dit bah finalement c'est pas bien grave parce que voilà je ne vivrai pas au-delà de 90 ou 100 ans dans le meilleur des cas. Alors après oui on peut tout envisager mais finalement je me dis un petit peu est-ce que c'est pas vraiment renoncer à l'humain finalement parce que si on en est à se poser la question de se dire d'injecter des gènes d'empathie, de rapport à l'animal, à la nature, c'est quand même qu'on aurait échoué finalement quelque part. Parce qu'avec notre éducation, par exemple, vis-à-vis de nos enfants, on peut inculquer finalement cet amour du vivant, cette protection du vivant, sans finalement recourir à des techniques extrêmes de la sorte. Mais après, effectivement, j'ai lu des choses sur la question et je vois que cette considération de la nature fait aussi partie du transhumanisme et c'est intéressant de voir tout ça. Mais je pense que voilà, on pourrait aussi revenir à des valeurs finalement de base qui nous permettent de prolonger dans les générations futures cette volonté de protéger le vivant tout simplement. C'est vrai que ça fait débat chez les transhumanistes même, hein, c'est cette question, mais parce que ça va être l'idée de si on prend la nature et on va dire le monde animal en tant que tel pour lui-même, certains disent oui, mais peut-être avec un maximum de biodiversité, il peut y avoir énormément de souffrances de prédation ou de famine, etc. Puis ça va se réguler tout seul. Et finalement, il faut pas toucher à la nature sauvage, on n'a pas le droit, il faut la laisser sauvage. Et c'est comme ça qu'on la respecte en tant que telle. Et d'autres vont dire oui, mais en fait, si on arrive à comprendre et que ce soit pas catastrophique pour l'écosystème, mais qu'on arrive à comprendre comment ça fonctionne et peut-être réduire un petit peu cette biodiversité. Et là, en fait, ceux qui souffrent, ce sont les individus, pas les espèces. Et là, chaque individu des espèces va souffrir moins parce que ça sera un peu plus contrôlé, l'environnement un peu plus harmonieux. Et peut-être par du forçage génétique, je sais pas, tel animal ne sera plus comestible, et du coup, il aura moins de prédateurs, et le prédateur, on va lui permettre de, je sais pas, de manger de l'herbe ou de manger de Oui, tout à fait. J'avais lu d'ailleurs, excuse-moi juste de te couper, mais ça me fait penser à ça, où j'avais vu aussi de pouvoir faire en sorte que génétiquement les personnes ne puissent plus manger de viande, justement, soient réfractaires à la viande, et donc ce qui permettrait évidemment de ne plus recourir à tous ces abattages. Donc effectivement, on peut envisager des choses de la sorte. Après, est-ce que c'est une volonté aussi que la majorité partagera? Moi, je sais que je travaille beaucoup sur la viande cellulaire, la viande de culture. Je suis tout à fait favorable justement à ce que les pouvoirs publics puissent financer aussi des recherches sur la question, justement pour qu'il y ait moins d'élevage intensif et qu'on les remplace par cette viande finalement qui n'est pas artificielle parce que ça serait de la vraie viande à base de cellules vraiment animales. Et voilà, je reçois énormément d'opposition et c'est très difficile. Donc bon, je travaille avec les équipes du Génopôle sur la question où je trouve que c'est vraiment une avancée extraordinaire et il faudrait se saisir de ces questions parce qu'on a des entrepreneurs vraiment formidables sur le territoire et justement, il faut aussi les encourager plutôt que d'attendre que des entreprises chinoises ou américaines débarquent avec ce type de choses. Et on se rend compte qu'on a déjà des textes de loi qui sont tombés en fait en interdisant la mise sur le marché de la viande cellulaire avant même qu'on ait déposé une autorisation de mise sur le marché. Donc c'est vraiment une volonté de ne pas finalement faire de place à ça, soi-disant parce que aussi voilà c'est culturel de manger notre viande, etc. Sauf qu'il faut aussi se remettre en question. Justement, on pourrait avoir de la viande qui nous permettrait, par exemple, de manger du foie gras. Je pense au foie gras qui cause quand même des souffrances abominables aux canards et aux oies. Et là, on a, par exemple, l'entreprise Gourmet qui travaille sur la question pour faire du foie gras cellulaire. Et donc, on pourrait continuer d'être le leader mondial du foie gras, mais avec un foie gras éthique, un foie gras responsable. Et non, voilà, on va opposer ça en disant « Ah, mais c'est traditionnel le foie gras ». Oui, sauf que c'est traditionnel, mais c'est extrêmement générateur de souffrance. Donc, si on peut avoir un équivalent
finalement éthique. Donc je ne dis pas que tout est mis sur le marché, puisque encore dernièrement un collègue me disait oui mais on ne sait pas exactement. Ben oui mais justement on ne sait pas. Je ne dis pas que tout va être tout rose, mais il faut aussi mener des études sur le sujet, être ouvert sur la question, parce que aujourd'hui l'élevage intensif, clairement c'est plus possible, aussi bien pour la souffrance animale que les maladies engendrées, que toutes les conséquences environnementales. Et on voit bien qu'à côté, le côté économique ne marche pas, puisque nos agriculteurs sont dans le dénuement le plus complet. Donc c'est bien que ces techniques ne fonctionnent pas. Le GIEC le souligne. D'ailleurs, le GIEC a parlé de la viande cellulaire dans des alternatives possibles. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses dont il faut se saisir plutôt que... Je pense qu'on doit plutôt avoir peur de ce qui se passe en ce moment, de ce qu'on a dans notre assiette, avec tous les pesticides, avec toute cette souffrance, finalement, plus que ce qui est proposé par nos entrepreneurs actuels, qui est finalement moins générateur de souffrance et qui est aussi plus sain, parce que justement Georges Chapoutier, qui avait fait le préface d'un livre blanc que j'ai écrit sur la question avec mes cliniciens au sein de la clinique juridique ONELS, soulignait que ça pourrait même être des aliments beaucoup plus sains, parce qu'en fait ça pourrait devenir des alicaments en mettant davantage, par exemple, de vitamines, de protéines, etc. Que là, on se retrouve avec des animaux qui ont souffert, des animaux qui proviennent parfois de pays très lointains et qui ont énormément voyagé dans des souffrances abominables. Et finalement, mais je pense que les gens se posent pas trop la question. On parle de dissonance cognitive. C'est un peu ça, c'est-à-dire que, mais je jette pas la pierre, hein. Maintenant, moi, je suis végétarienne, mais j'ai longtemps mangé de la viande, je dirais un peu comme tout le monde, parce que j'ai été élevée comme ça et que, quand on va dans son supermarché, qu'est-ce qu'on fait? On attrape son paquet de tranches de jambon. Et puis voilà, en fait, on se pose pas la question. Sauf que maintenant, voilà, je me dis, s'il y avait vraiment une petite vidéo, on vous montre comment votre jambon, c'était un cochon, voilà, qui s'est fait saigner, et de la manière dont vous avez vos tranches de jambon devant vous, je pense qu'il y aurait peu de personnes qui continueraient à manger finalement ces tranches de jambon qui paraissent extrêmement inoffensives quand on les prend, parce que finalement, rien ne ressemble à un animal. C'est vrai, on a même en plus des injections pour que la viande soit rose, alors qu'à la base de la viande de cochon, elle n'est pas rose. Tout pour finalement faire que, on ne sache pas ce qu'on mange finalement. Donc je pense que la peur ne devrait pas finalement être le seul moteur et de dire que c'est pas dans notre culture, parce qu'il faut aussi évoluer et laisser les choses évoluer quand elles peuvent aller dans le bon sens. Et ça permettrait à côté de laisser une agriculture vraie, j'ai envie de dire, où je ne demande pas que tous les élevages soient éradiqués, mais qu'on retrouve un peu les élevages que connaissaient nos grands-parents, avec des fermes à taille humaine, avec des fermes où on a des variétés d'animaux différents, des animaux qui vivent correctement. Alors certes, on les abat derrière, mais bon, après, libre à ceux qui ne veulent pas manger de tels aliments, de ne pas les prendre, mais au moins on aurait quelque chose qui revient finalement aux valeurs qui ont toujours été les nôtres et qu'on a perdues depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc voilà. Ouais. Oui, moi j'ai bon espoir que ça évolue assez rapidement sur ces questions, notamment la viande cellulaire et tout ça. Peut-être que ça sera la France en dernier, parce que c'est vrai qu'il y a des freins, on va dire, politico-culturels dans le très mauvais sens du terme. Mais c'est vrai que ces questions-là sont, je pense, plus immédiatement utiles et susceptibles d'arriver que des aspects plus spéculatifs sur la vie sauvage, le forçage génétique et tout ça. Oui. Sachant qu'il y a plein d'autres moyens d'aider les animaux, même sauvages, sans forcément aller dans les aspects les plus spéculatifs. Tout à fait. Et notamment, ne serait-ce que abolir les chasses les plus cruelles. On parlait tout à l'heure de chasse à courre, mais il y a aussi des méthodes type de chasse à la glu, etc., qui sont, qui relèvent finalement cette fois d'un autre âge et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc déjà, ne serait-ce qu'en faisant des avancées qui sont tout à fait à notre portée, je pense qu'on peut déjà considérer beaucoup mieux le vivant, la nature et revenir à des choses plus humaines finalement. Maintenant,
effectivement, la technologie doit nous servir, ça c'est certain. Et effectivement, dans le cadre de la viande cellulaire sur laquelle je travaille pas mal, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait encourager justement plutôt que... mais c'est pareil, nos voisins italiens sont les premiers au monde à avoir une loi depuis novembre qui interdit la viande cellulaire. Et ma collègue Diana Cerini, qui est juriste, donc qui est professeure en droit comparé à l'université Milano Bicocca, eh bien pense la même chose que moi, que c'est quelque chose de contre-productif. Et voilà, donc on essaie à notre niveau, voilà, de faire passer les informations, mais il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas finalement, parce que dès le départ, ils se disent oh là là, c'est un truc chimique. Non, non, moi je veux quelque chose de naturel. Sauf qu'en fait, ce qu'on a dans notre assiette actuellement, pour la plupart du temps, n'est pas naturel, loin de là. Et c'est ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit pour un petit peu comment on pourrait dire, enlever les stéréotypes qu'on a finalement. Mais là encore, je jette la pierre à personne parce que c'est notre société un petit peu qui veut ça, et c'est aussi tout un chacun de faire son propre chemin pour remettre certaines choses en question, savoir ce qui est mieux, moins bien, et faire aussi ses propres choix. Mais sans effectivement les autorités publiques, on n'arrivera pas à faire quelque chose de grande ampleur non plus. Donc il faut voilà faire un petit peu bousculer les choses. Mais effectivement, comme tu dis, il y a aussi bon espoir parce que il y a eu une commission qui a été ouverte au Sénat, etc. Alors certes, les conclusions sont pas forcément favorables, mais déjà, si on se pose la question et qu'on mobilise aussi les parlementaires, etc., sur ces questions, et d'ailleurs, par exemple, le sénateur Arnaud Bazin, que j'avais invité pour remettre le livre blanc lors du lancement, par la suite a dit dans un article très récent dans Libération, là, pour lequel j'avais été interviewée, qu'au départ, il est extrêmement hostile et que maintenant, il commence à avoir effectivement une ouverture et qu'il est plus ouvert. Donc voilà, c'est déjà énorme, je trouve. Mais voilà, il faut avancer à petits pas, je dirais. Alors, je vais regrouper mes deux dernières questions parce qu'en fait, elles sont liées. Hein, mais est-ce que du coup, à ton avis, le droit, c'est plutôt quelque chose qui va entériner des évolutions de mentalité, ou est-ce que c'est un facteur aussi de bouleversement de ces mentalités? Et du coup, la déclaration de droit des êtres sentients, révolution ou utopie? Alors, ce sont des questions complexes que tu me poses, effectivement. Alors, je n'aurai pas forcément de réponse toute faite, mais je pense que c'est un petit peu un mouvement de balancier, je dirais, parce que, effectivement, toute loi, par définition, puisque c'est le reflet de la société, puisque les parlementaires, voilà, sont élus par le peuple, etc., on peut considérer qu'il faut quand même qu'il y ait une évolution sociétale suffisante sur tel ou tel enjeu pour que finalement le droit s'en empare et que des lois régissent telle ou telle question. Maintenant, il arrive aussi que le droit, finalement, je dirais, soit plus en retard que les avancées intellectuelles ou en tout cas conscientisées de la société. Par exemple, je pense à la corrida. Aujourd'hui, on a vraiment énormément de personnes, puisqu'on a presque 80% de la population dans les derniers sondages qui sont contre la corrida. On reconnaît que c'est un spectacle qui n'est fait que pour tuer un animal et le mettre en spectacle. Donc là, c'est un peu différent des abattoirs où on va plutôt cacher les choses. Là, on le met en spectacle. Les mineurs sont autorisés à venir. Et donc, finalement, on se rend compte que quand il y a eu les dernières propositions de loi par Cédric Villani, par... comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son nom. Bon, ça ne me revient pas. Mais les dernières propositions de loi sur la question ont été complètement balayées. C'est-à-dire que tout simplement, on a eu des amendements qui ont été déposés, mais en masse. Je crois qu'on est près de 500 amendements. Et des amendements complètement ridicules pour tout simplement que le texte ne soit pas voté. Donc là, c'était vraiment enfin voilà, je trouve qu'il devrait presque y avoir une interdiction en fait de poser des amendements qui n'ont aucun fondement, parce que je sais pas, je pense à
quelques exemples, il y avait un député qui avait posé un amendement pour faire une piqûre contre la douleur au torrent avant la mise à mort, ou de ne pas pratiquer la corrida quand on a plus de 40 degrés de température. Enfin, des choses, mais qui sont complètement absurdes. Donc, parce qu'il y a une volonté que le texte ne soit pas voté, parce qu'en fait, il risque d'être voté, ça risque d'être favorable. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont un petit peu toujours en décalage aussi. Et parfois, le droit entérine effectivement l'avancement, puis des fois, il ne l'entérine pas. Et là, par exemple, pour l'animal, on est vraiment, je dirais, une période charnière, parce que maintenant, on parlait de la déclaration de Cambridge tout à l'heure, etc. On le sait que l'animal est un être sentient. Alors, pas tous, hein, effectivement, Georges Chapoutier nous dit bien que l'éponge n'est pas sentiente, etc. Mais quand on parle, je sais pas, d'un chien, d'un chat, voire par exemple des primates, où on est extrêmement proche d'eux, eh bien, il devrait y avoir effectivement des textes législatifs qui soient beaucoup plus protecteurs aujourd'hui. Et ça, je pense que le droit est vraiment nécessaire aujourd'hui pour s'emparer de ces questions. Alors, pour la déclaration dont tu me disais sur l'être sentient, alors c'est toujours pareil. Effectivement, on a notamment la déclaration des droits de l'animal qui avait été proclamée par la LFDA, la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Ça reste des textes déclaratifs, effectivement, qui n'ont pas force obligatoire. Maintenant, je pense que ça peut toujours aussi être des sources d'inspiration, justement, pour les textes de loi. Ça peut aussi avoir une réelle utilité pour le côté éducatif, hein, on en parlait tout à l'heure, mais je pense qu'il faut pas laisser en fait ça de côté. Depuis 2021, la loi du 30 novembre 2021 sur la maltraitance animale, on a une obligation dans les écoles justement d'avoir cet apprentissage de l'animal qui est fait justement sur la sentience, etc. On se rend compte qu'il n'y a rien qui a bougé depuis, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun programme scolaire qui soit vraiment mis en application en ce sens. Donc ça, c'est évidemment extrêmement dommage. Et puis, c'est un petit peu ce qu'on disait aussi sur l'avenir, les générations futures. Il y avait le philosophe Pierre Rabhi qui nous a quittés, qui disait finalement, c'est peut-être pas exactement la phrase, mais finalement, plutôt que de penser quelle planète on va laisser à nos enfants, c'est plutôt quels enfants laisserons-nous à la planète. C'est-à-dire que là encore, cette éducation finalement de protéger les animaux, de protéger la nature, certes, effectivement, le droit, la loi est obligatoire parce que malheureusement, l'humain n'est pas un saint, pourrait-on dire. On aura toujours des viols, des meurtres, etc. Et il faut encadrer évidemment tout ça. Mais pour justement pouvoir mieux envisager l'avenir au sens large, aussi bien avec l'humain, l'animal, la nature et le robot, puisqu'effectivement, là est la question, je crois que ça passe aussi par l'éducation et savoir ce que l'on veut nous-mêmes pour notre propre avenir, finalement. Très bien, ça conclut, je pense, cette discussion. Et si vous voulez aller plus loin, j'encourage nos auditeurs à lire ton livre, qui sera donc... L'homme, l'animal et le robot. Voilà. Je pense qu'on pourra peut-être mettre les liens sous la vidéo, donc pour peut-être se procurer l'ouvrage. Et bien puis, sûr. Je signale que l'on a le colloque le 15 mai qui va bien pouvoir présenter les travaux donc, qui ont été publiés au sein de l'ouvrage, donc à l'université d'Évry. Et ça sera un colloque en hybridation. Donc, les auditeurs, s'ils veulent nous écouter, pourront aussi se connecter. Ça sera un lien Zoom. Voilà, donc pour rencontrer aussi les auteurs et puis avoir ces discussions un petit peu comme on a eu aujourd'hui. Parce que là encore, c'est ce que je disais, c'est vraiment un point de départ. Je crois qu'on ne peut pas être exhaustif sur la question, mais c'est déjà important finalement de se poser toutes ces questions. Oui, tous les liens sont dans la description. Merci encore, Aloïs, pour ta participation à ce podcast. Merci Fred, merci pour l'invitation.